du Parti communiste en train de montrer, il a terminé par là, montrant le positionnement américain. Moi, je reviens un peu avec vous dans cette thématique sur la base. Est-ce qu'aujourd'hui, après la tenue ou alors avec la tenue du congrès je crois que c'est le 19e ou le 20e congrès du Parti communiste, vous avez l'impression que le bloc de l'Est s'est renforcé? Fabrice, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Pour répondre à votre question, oui, il a été dit effectivement précédemment que la Chine, pendant un certain temps, en particulier sous la présidence de l'ancien président chinois, non l'actuel, qui était en fait une phase de consolidation, de développement économique de la Chine, et qui restait bien à l'écart des conflits, des joutes de ce monde, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'en avait pas la force. Au tout début, il représentait peut-être, il y a 40 ans, c'était 2-3% du PIB mondial. Aujourd'hui, la Chine, c'est certainement à peu près 20 ou plus du PIB mondial. Vous aviez la Chine qui, à cette époque-là, faisait peut-être 10% du PIB américain. Aujourd'hui, on en fait à peu près 70%. Donc, on n'est plus dans le même rapport de force, ce qui fait qu'aujourd'hui, et de par également le développement du monde et de on va dire des mouvements des plaques géopolitiques, vous avez une Chine qui se renforce d'une manière militaire, s'affirme d'une manière diplomatique, également sécurise ces nouvelles routes de la soie. La première base de la Chine, qui jusqu'à présent ne voulait absolument pas le faire, eh bien à Djibouti, un nœud important de communication du trafic maritime mondial. Et donc vous avez qui, depuis un certain temps, évidemment, et en particulier dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, affirme de plus en plus sa politique internationale. Il y a des différends avec, évidemment, Moscou, comme tout État, il n'y a pas d'intérêt 100% identique, mais il y a plus de points communs que des divergences. Dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, il y a une coopération entre Pékin et Moscou, et en particulier depuis le déclenchement en réalité de l'agression américaine contre la Russie, ça date depuis 2014, depuis le Maïdan, en fait, à Kiev, et en particulier depuis aujourd'hui l'opération spéciale, le conflit que vous avez actuel en Ukraine, où vous avez la position de la Chine qui, dans la plupart des résolutions à l'ONU, ne vote ni pour ni contre, s'abstient, mais c'est une abstention qui, en fait, tout le monde le sait, est un soutien à Moscou dans sa confrontation vis-à-vis de l'OTAN, puisque je rappellerai, l'OTAN aujourd'hui, alors pourtant sa zone normalement se limite à l'Europe, bien qu'elle est allée jusqu'en Afghanistan, depuis plusieurs années commence à répéter d'une manière répétitive que la Chine est un ennemi, alors que normalement il n'y a pas de conflits véritablement. Il y a des conflits commerciaux, il y a des oppositions commerciales, mais il n'y a pas de conflit militaire ou d'opposition véritablement géopolitique. Et en cela, on voit bien que les Chinois ont compris que les Américains étaient en train de faire monter la sauce, que l'objectif était également la Chine et que pour cela, attaquer la Russie, la seconde étape, c'était évidemment de s'attaquer à la Chine, ce pourquoi vous avez ce bloc et ce pourquoi la Chine aujourd'hui est de nouveau sur la scène internationale, puisque je le rappelle, jusqu'au XVIIIe siècle, le centre commercial économique du monde, c'était déjà la Chine. Et ce sont bien les Européens qui sont venus coloniser en partie la Chine, alors que la Chine n'embêtait en réalité personne à rester dans son propre territoire. Et donc la Chine a la mémoire longue et se souvient de cela. Elle défend effectivement bec et longue ses intérêts, et elle a bien compris que si par malheur, ce qui n'arrivera pas, mais faisons-nous l'avocat du diable, la Russie pouvait chuter, ce serait les Américains lui couperaient l'accès aux réserves énergétiques et après s'occuperaient de son cas pour la diviser, comme font toujours les Américains, diviser pour régner, faire semer le chaos et des guerres diverses et variées. Ce pourquoi aujourd'hui, et la Chine impose, on va dire, son tempo, même si elle n'est pas encore totalement déployée, parce que d'un point de vue militaire, elle n'est pas encore prête à une confrontation militaire. Il faut jamais sous-estimer son ennemi, et l'ennemi américain aujourd'hui est toujours la première
la première armée du monde. Et donc, la Chine, qui attendait jusque-là, commence effectivement à hausser le ton, mais en essayant de trouver à travers le monde multipolaire en construction, à travers les BRICS, à travers l'Organisation de coopération de Shanghai, ce bloc de l'Est, d'amoindrir et de ralentir cette agression américaine pour, on va dire, que cette transition qui va durer certainement sur plusieurs dizaines d'années se fasse dans les meilleures conditions possibles, à savoir éviter des confrontations militaires directes qui ne pourraient évidemment être que néfastes, pas pour la Chine, mais pour l'humanité tout entière, vu aujourd'hui l'armement que nous avons. Donc le fait est que la règle non dite des 2 mandats d'un dirigeant chinois qui devait passer ensuite à une nouvelle équipe, semble-t-il, ne sera pas suivie dans ce congrès. Mais je pense que c'est dû aussi à la circonstance, et dans les circonstances actuelles où d'une politique en fait de consolidation commerciale, industrielle et économique, c'est-à-dire de coopération ouverte en ne contestant pas l'impérialisme américain. Aujourd'hui, la Chine est passée effectivement, de par son développement économique et des menaces qui pèsent sur elle, est passée à une affirmation géopolitique et donc de soutien de ses alliés, et elle a besoin d'une ligne dure, elle a besoin d'une direction forte. En cela, le possible 3e mandat du président actuel va dans cette ligne, c'est-à-dire la stabilité. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? On peut bien comprendre que dans cette affaire, c'est donc le nouveau monde qui s'écrit, le monde multipolaire, et que la question que je posais à Luc Michel tout à l'heure, vous venez de dire que la Chine a donc revu ses méthodes sécuritaires, méthodes d'engagement pratiquement au plan militaire. Mais je repars sur cette question. J'ai posé la première question, c'est le renforcement du bloc de l'Est. Alors, Luc Michel a dessiné tout à l'heure, en partant pour sa partie, a dessiné le positionnement américain. Est-ce que, vis-à-vis de ce positionnement américain, le Congrès a réfléchi sur les lignes de démarcation géopolitique et même beaucoup plus géostratégique dans le cadre des confrontations, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, vous l'avez évoqué, que ce soit au niveau des autres champs d'affrontement en Europe et surtout en Afrique. Est-ce que ces données-là ont été examinées? Et si elles ont été examinées, aujourd'hui, quelle est la ligne directrice dans ce bloc de l'Est après ce congrès? Le centre du renouveau de la création, ce qu'on peut appeler ce bloc de l'Est, qui est en fait autour essentiellement de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est plus vaste, qui est avec évidemment la Chine, dont le siège est à Pékin d'ailleurs, Beijing, mais il y a une autre organisation qui s'appelle l'Organisation du traité de sécurité collective, qui est autour de Moscou, qui rassemble plus ou moins les pays de l'ex-Union soviétique, tout du moins en partie, qui est plus sécuritaire, qui est plus marqué géopolitiquement. L'Organisation de coopération de Shanghai a toujours été une organisation de coopération de sécurité, comme c'était indiqué, mais c'était finalement sans véritablement prise de position internationale, c'était plus une organisation vraiment régionale. La Russie a toujours milité au sein de cette organisation pour qu'elle devienne quelque chose de plus structuré, de plus solide, de plus unifié, dans ce sens justement la constitution de ce bloc, pour que les uns s'entraident et comprennent que il y a une confrontation aujourd'hui et que celle-ci ne peut être faite que dans l'unité, être divisée ne fait que le jeu de l'ennemi, et l'ennemi il est très clair, il suffit de toute façon les écrits nord-américains, ils écrivent noir sur blanc leur propre politique. Et donc vous avez, comme je l'ai indiqué précédemment, la Chine pendant très longtemps a simplement son jeu. Le deal avec les Américains, c'est nous sommes votre usine, nous faisons du commerce avec vous, et nous ne contestons pas votre domination mondiale, et vous ne contestez pas notre régime politique.
Et en plus, l'argent que les Chinois faisaient, le réinvestissaient directement dans les obligations américaines, c'est-à-dire qu'ils finançaient la dette qui permettait d'acheter les productions chinoises. Donc c'était un cercle divertieux, mais qui a toujours une fin. Et la Chine étant en fait pas tellement de se constituer une cagnotte économique avec ces dettes ou ces obligations américaines, mais en fait de s'industrialiser, d'avoir l'industriel, ce qu'elle a aujourd'hui. Ce pourquoi, ayant cette capacité, cette fois-ci, d'avoir un développement économique intérieur, bien qu'il faut quand même le dire, la Chine a un souci, c'est que à peu près 20 voire même 30% de sa croissance économique vient de la bulle immobilière. Et ça, c'est une vraie question, et on l'a vu avec certaines banques. Donc il ne faut pas non plus voir tout blanc ou tout noir. Il y a effectivement des points positifs et négatifs dans le développement de la Chine. Mais il n'empêche que le congrès du Parti communiste de cette année n'a fait que répéter en réalité une ligne économique et une ligne politique qui a été mise en place depuis à peu près plus de 5 ans, qui est effectivement, pour résumer, qui est un développement intérieur en réalité, de créer un marché intérieur. La Chine est assez puissante pour compenser à tout le moins en partie, pas la totalité, du commerce extérieur, c'est-à-dire se préparer à avoir un développement autorisé et donc moins sensible à ce qui peut se passer au niveau international et donc aux pressions internationales. Et en cela, c'est justifié du seul fait qu'il y a l'exemple de la Russie aujourd'hui qui démontre que c'est une position qu'il faut avoir, puisque la Russie en 2014, avec ce qui s'est passé en Ukraine, a compris et a mis en place au fur et à mesure développer son économie intérieure, ce qui prouve d'ailleurs en 2014 la Russie n'était pas exportatrice de blé, pas à ce point-là, et aujourd'hui elle est la première exportatrice de blé mondiale. Et dans d'autres domaines également, la Russie est devenue un champion, puisqu'on parle des revenus du pétrole et du gaz, mais pour la richesse du pays, l'exportation du blé est supérieure au gaz et au pétrole réunis. Donc la Russie est une puissance verte également. Et vous avez dans ce développement centré, tout ouvert sur le monde, vous avez eu cette politique chinoise de basculer d'un système que la croissance vient de l'extérieur à une croissance intérieure. Et cela, ce n'est pas un hasard. C'est pour développer sa souveraineté. Pourquoi développer sa souveraineté? Pour affronter, on sait très bien, l'ennemi américain qui est aujourd'hui la première puissance mondiale et qui est en train, au fur et à mesure, dans beaucoup de domaines, commence à dégringoler et ne veut pas quitter la première place. Et les Chinois savent très bien que les Américains, ils l'ont fait dans le passé d'ailleurs en Chine, ils l'ont fait ailleurs, partout dans le monde, qu'ils sont prêts à la guerre, à la déstabilisation, à la destruction d'un État pour arriver à leur fin. Donc voilà la situation, et c'est pour ça que aujourd'hui, la Chine, enfin depuis quelques années, agit de concert avec la Russie au niveau international pour contrer d'une manière coordonnée les agissements agressifs, les agissements de déstabilisation du bloc occidentalo-américain. Et c'est une chose que le Congrès aujourd'hui du Parti communiste chinois ne fait que valider. Et il ne fait que valider en votant, le Congrès n'est pas encore terminé, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas, en votant pour le 3e mandat du président actuel, ce qui fait que confirmer la politique précédente. Maintenant, en Chine, la Chine en elle-même, comme partout, comme aux États-Unis, comme en Russie, l'Europe n'en parlons pas, puisqu'il n'y a pas de centre du pouvoir, c'est pas eux qui décident. En Chine, vous avez tendance qui a toujours été ouverte au commerce, au libre-échangisme. Ça a été le cas en Russie à une époque, ça a été le cas en Chine à une époque, ça a été le cas aux États-Unis à une époque, mais ce n'est plus le cas ni en Russie, ni en Chine, ni aux États-Unis, puisque les États-Unis, ils sont en train de réindustrialiser leur pays en rapatriant certains éléments vitaux et en pillant, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, les industries européennes qui, avec l'énergie trop chère, fait qu'ils ne sont plus compétitifs et s'ils veulent survivre, ils devront se délocaliser. Et où cela? Là où il n'y a pas de problème d'énergie, c'est-à-dire aux États-Unis. La Chine aujourd'hui, avec ce basculement que je vous ai expliqué précédemment, de la croissance extérieure vers une croissance intérieure en faisant développer sa classe moyenne, qui n'est quand même qu'à 400-500
500 millions de personnes. Et vous avez la Russie qui est également, depuis 2014, a développé le plus qu'elle pouvait. Elle n'a pas fait justement autant qu'elle aurait pu, puisque le conflit qui, à l'heure actuelle, a été, si le premier pas a été fait par la Russie, il a été provoqué en réalité par les Américains, qui ne pouvaient pas faire autrement que d'agir, puisque comme disait Poutine, lorsque le combat est inévitable, autant frapper le premier. C'est ce qu'a fait la Russie en réalité. Et donc la Russie également a un marché intérieur plus fort. Et on le voit avec les sanctions que les Américains, et en particulier les Européens suicidaires, ont fait sur la Russie. C'était tellement important, tellement rapide, que normalement au mois de mars, au mois d'avril, la Russie aurait dû plier. Elle n'a pas plié. Pourquoi? Parce qu'elle était plus résistante. Parce que le fantasme occidental, très prétentieux sur sa supériorité, ne voulait pas voir et ne regardait pas que l'économie russe avait changé, comme je vous l'ai indiqué, premier exportateur de blé mondial. Avec les nouveaux territoires, il va être de très loin le premier exportateur de blé mondial, puisque ces zones-là, les zones nouvellement intégrées, sont les zones les plus riches de l'ancienne Ukraine. Et la Russie aujourd'hui résiste. Ça ne veut pas dire que les sanctions ne lui font pas de mal, ça ne veut pas dire non plus que la Chine ne fait pas attention non plus à ce qu'elle fait pour éviter une confrontation qu'elle ne pourrait pas encore maîtriser, pour également aux options. Ça arrivera un jour, il le sait, avec le Parti communiste, je sais que ça va arriver, mais ils le font dans les meilleures conditions. C'est pour ça qu'au sein du bloc de l'Est, il y a une forme de partage ou de solidarité qui peut prendre les codes occidentaux de démonstration théâtrale. Les comptes, ce sont les actes, ce ne sont pas tellement les déclarations que l'on fait. Et en cela, au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui aujourd'hui devient à une importance politique au niveau international, vous avez l'intégration également donc de l'Iran. Et l'Iran est un élément important également dans la triptyque même chinoise et russe, entre Moscou, Pékin et Téhéran, chacun ayant un rôle à jouer. Et pour la Chine également, l'Iran c'est quand même aussi un fournisseur stable de pétrole, il faut aussi l'indiquer. Donc tout cela, et puis on peut sa position stratégique dans le cadre des nouvelles routes de la soie également. Donc vous avez ce bloc de l'Est qui, la Russie se trouvait un peu seule au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, mais avec aujourd'hui les Américains qui ont compris, puisqu'il ne faut pas les prendre plus bêtes, les Américains savent ce qu'ils font, il n'y a que les Européens qui sont des idiotiers qui sont en train de se suicider en direct, mais les Américains savent très bien ce qu'ils font, ils mettent tout ça en place. Pourquoi? Puisque leur idée maximaliste, c'était que la Russie tombe et pouvoir la diviser et de prendre les richesses, pas tellement même pour se faire de l'argent, c'est la cerise sur le gâteau, mais pour contrôler les richesses énergétiques russes qui auront été coupées à ce moment-là de la Chine. La Chine sans énergie, vous comprenez bien que son économie aurait eu un petit problème et donc aurait commencé à ce moment-là la déstabilisation. Mais ça n'arrivera pas, parce que la Chine le sait et soutient la Russie, et parce qu'aussi la Russie, c'est la Russie, ce n'est pas la Russie d'Eltsine, c'est la Russie de Vladimir Poutine, et c'est pas celle de la caricature qu'avait dans leur tête, comme Monsieur le maire qui pensait qu'il allait mettre à genoux la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même personne qui est à genoux, et je pense qu'à la fin de l'hiver, certains seront même à plat ventre. Ceci étant dit, vous avez cette situation-là, vous avez ce bloc de l'Est avec la Chine qui s'affirme, la Russie qui a pris ses responsabilités et qui a mis fin à ce théâtre de communauté internationale ce 24 février en lançant l'opération spéciale en Ukraine afin de détruire un État qui était en train d'être utilisé pour créer une guerre en réalité contre la Russie, puisque les Américains des Ukrainiens, quand ils auront terminé et qu'ils pourront peut-être négocier quelque chose, ils lâcheront les Ukrainiens comme ils ont lâché les Afghans, comme ils ont lâché tous leurs alliés en réalité. C'est une habitude. Ceci étant dit, trouvez-moi, à part la guerre en Irak, et même pas parce qu'ils sont partis également, excusez-moi de cette expression, mais c'est une réalité, la queue entre les jambes. Encore pire, l'Afghanistan. Trouvez-moi une guerre, à part Grenade, intervention à Grenade, que les Américains ont gagné depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aucune, en réalité. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a été profitable économiquement pour eux. Mais militairement, ce n'est pas le cas. Donc l'Ukraine sera lâchée comme un petit morceau, mais ça n'empêche que la Russie a pris ses responsabilités
pas de bon cœur. L'Ukraine, c'est un pays slave, c'est un pays frère. Mais avec vous devez faire, il n'y a pas de géopolitique et quand vous êtes d'État, il n'y a pas de bon choix. Il y a toujours le moral que vous devez choisir. Le choix et la position et la responsabilité que vous avez de votre État, même de votre civilisation. C'est ce qu'a fait Vladimir Poutine. Et le bloc de l'Est, on le voit très bien aujourd'hui avec l'Iran, qui est très proche de je pense, il n'est pas encore vraiment défini, parce que même avec les BRICS, sont pas dans le bloc de l'Est, il n'empêche qu'avec l'OPEP+, et ce qui s'est passé, que beaucoup de pays, même au Proche-Orient, veulent rentrer BRICS, les BRICS+, qu'on appelle. Donc on voit bien une redéfinition avec plusieurs centres, et à mon avis, vous avez plusieurs centres, vous avez le bloc de l'Est, l'OCS qui est vraiment le bloc le plus puissant, et les BRICS qui seront un peu plus élargis et qui permettront de construire ce nouveau monde multipolaire. Mais je leur indique, et je conclue là-dessus sur votre question un peu le moins, c'est que ce bloc de l'Est est aujourd'hui le centre de la confrontation avec le bloc occidental-américain, mais il n'est pas, comment dire cela, ça va pas, c'est pas du jour au lendemain que ça va se faire. Ça va prendre certainement des dizaines d'années, puisque l'essentiel, en fait, la fin, ce sera, selon moi, lorsque le dollar, effectivement, tombera de son piédestal. C'est pas encore demain, croyez-moi, mais c'est ça qui est en jeu, en réalité, puisque les États-Unis ont toujours fonctionné dès que vous touchez au dollar, parce que si vous touchez au dollar, vous touchez en fait à leur domination. Les porte-avions ne sont là que pour leur politique de domination du dollar, puisqu'avec le dollar, ils dominent du monde. C'est ça le véritable enjeu, et c'est ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, évidemment, puisque si vous enlevez du jour au lendemain, c'est comme si vous mettez dos au mur aux États-Unis, et lorsque vous mettez quelqu'un dos au mur, vous lui laissez aucune porte de sortie, il est prêt à tout et n'importe quoi, et je vous rappelle que les États-Unis ont toujours gagné économiquement dans une guerre, ça a toujours été bénéfique pour eux, donc ils sont prêts à aller, surtout avec ce clan démocrate qui aujourd'hui cherche, on voit bien, la confrontation avec la Russie, quel que soit le prétexte. Donc, il faut malheureusement souhaiter que ça se fasse de manière progressive, petit à petit, pas après pas, brique après brique, pour éviter une déflagration mondiale qui verrait en fait la fin de l'humanité, puisque si certains pensent, oui, mais c'est une affaire entre finalement occidentaux, ils vont se mettre des bombes, et puis nous en Amérique et en Afrique, on va pas être prêts. Sauf que l'hiver nucléaire, ça concerne toute la planète. Entre moins 70 degrés, voire moins 100 degrés sur l'Europe et en Afrique, croyez-moi, le résultat, ce sera le même, on va tous mourir. Donc, c'est une question qui occupe l'humanité tout entière, et il vaut mieux qu'elle soit d'une manière progressive, et c'est en cela qu'on peut souhaiter que le bloc de l'Est, finalement, est un bloc de civilisation ancienne et de sagesse, parce que les joueurs d'échecs, ça va tendre. La civilisation chinoise est très ancienne, c'est également à tendre, et donc elle a le temps devant eux. Le bloc de l'Est a le temps devant lui, alors que le bloc occidental, effectivement, on a l'impression qu'il joue dans l'immédiateté. C'est en cela que vous avez un peu, on va dire, le cow-boy et le sage, le joueur de poker et le joueur d'échecs. C'est cela que nous avons en face. Ce ne sont pas les mêmes règles, c'est pour ça que les prochaines années vont être chaotiques. Alors là, merci pour cette grande intelligence. Tout naturellement, parce que vous êtes géostratège et vous êtes entré là justement sur certaines questions que j'ai posées à Luc Michel. Alors, face à cette immédiateté qui est occidentalo-américain, parce qu'on refuse de dégringoler, et on est en train de dégringoler, tout le monde l'observe, ça se fissure, mais est-ce que dans cette immédiateté et dans cette prise du temps qui est dans l'autre bloc, on ne pourrait pas arriver à des événements comme Sarajevo, on ne pourrait pas arriver à des événements comme le crash, le jeudi noir. J'ai l'impression qu'en principe, toute l'humanité venait d'être touchée là, dans cette affaire du blé, dans cette affaire d'exportation des céréales. Et si oui déjà, comment ça peut se gérer, et sinon, comment cela sera évité? On va là vers la fin de ce programme. Vous savez, ce qui se passe à l'heure actuelle, il faut revenir à ce qui se passe en Europe et en Ukraine, puisque faut
pas croire que c'est un conflit régional. C'est vraiment un des éléments de la confrontation générale. C'est même le premier où vraiment on fait plus semblant à le dire. Les États-Unis, effectivement, visent la Russie, c'est évident, dans les conservateurs. Il faut comprendre pourquoi les conservateurs sont tellement obsédés, d'ailleurs, par la Russie, parce que, en fait, quand vous regardez les origines de tous les conservateurs, ils viennent tous des pays de l'Est. Tous. Donc, ils ont une sorte de, pour X, Y raison, ils ont une obsession de la Russie, voire une haine de la Russie, pas tous, mais certains l'ont. Et donc, ils font tout pour que ils s'entendent, c'est bipartisan avec les démocrates et les républicains, mais ils sont quand même plus présents actuellement, comme chez les démocrates, il faut quand même l'indiquer. Et donc vous avez cette obsession de la Russie. Mais il n'y a pas que ça. En réalité, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, vous le voyez bien. Les Américains ont fait des sanctions, mais les Américains peuvent faire des sanctions sur le pétrole, puisqu'ils en ont du pétrole. Leur problème, c'est parce que le marché est mondial et que les prix augmentent, mais ils n'ont pas de problème d'approvisionnement, puisqu'ils sont autonomes en cela. Ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Les gisements gaziers dans le nord de l'Europe, ils sont en voie déclinante. Et c'est pas dans 20 ans que ça va se terminer, ça se compte sur les doigts d'une main. Tout le monde le sait. Et donc vous avez une situation où vous avez des gens qui pensaient faire... c'est un mauvais calcul ils ont fait, puisque ces gens sont tellement hautains qu'ils n'ont pas fait leur travail. On voit bien le niveau intellectuel que peuvent avoir les dites hautes sphères, et les invités, même les contradictions, les idioties qu'ils peuvent dire, et surtout vous avez l'économie allemande qui dépendait pour plus de la moitié de son énergie du gaz russe, qui était constant et avec un prix de très très bon marché pour eux, ce qui permettait de faire fonctionner leur industrie. D'un seul coup, font des sanctions contre le gaz, contre eux. Qui c'est qui leur a donné cette idée, à votre avis? Est-ce que c'est eux qui ont eu l'idée de se sanctionner eux-mêmes? Non, ils l'ont fait parce que c'est un mélange d'imbécilité, d'incapacité, de partis américains au pouvoir, c'est-à-dire de collaborateurs qui se pensent plus américains que allemands, donc apprécient. Et évidemment, vous avez les Américains qui ont poussé avec d'autres moyens de pression. Mais le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est à genoux. Que c'est l'endroit où l'économie, l'énergie sont plus chères. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous voulez créer une industrie de production, mais vous allez surtout pas en Europe. C'est suicidaire. Entre vous payez 1 aux États-Unis et vous payez 10 pour vos frais d'énergie, il n'y a pas photo, comme on dit. Donc le résultat, c'est que l'économie, l'euro est en train de mourir, concurrent donc du dollar. Les petites et moyennes entreprises, imaginez que vous avez le ministre de l'économie qui a dit il y a, je crois, 2 semaines ou 3 semaines, je ne me rappelle plus, mais il disait d'une manière naturelle, comme si c'était normal pour lui, il paniquait pas, il pensait que dans les 1 an, 2 ans, 40%, écoutez bien, 40% des entreprises allemandes seraient fermées à cause justement des sanctions qui se sont appliquées à eux-mêmes, en fait, des sanctions en réalité, le boomerang de leurs propres sanctions. Imaginez bien qu'un pays dont la moitié d'un seul coup des entreprises ferment, qui en plus qui est plus de 50% des employés, des gens qui travaillent, même Pierre années de 1929, des années 30 au tout début, qui a amené au pouvoir Adolf Hitler en Allemagne, il n'y avait pas 50% de chômeurs. Hein. Ben, là, ça va être le cas. Et donc, vous avez une situation où, comme par hasard, à qui ça profite? Eh ben, ça profite aux États-Unis parce que les concurrents de ces colonies européennes aujourd'hui, qui pouvaient, s'ils s'alliaient avec la Russie, en faire cette fois-ci de changer l'échiquier mondial et de faire que les États-Unis redeviennent qu'une puissance régionale et non plus mondiale. Les États-Unis ont tout fait. Ils divisent l'Europe pendant un certain temps, pendant au moins 10 ou 20 ans avec cette guerre qu'ils ont tout fait pour provoquer. Les Européens sont tombés dans le piège quand c'est pas des collaborateurs. L'économie aujourd'hui européenne est en train de s'effondrer. Vous allez voir l'année prochaine, ça va être autre chose. Et les petites entreprises vont mourir, allemandes ou ailleurs, mais bon, je vous parle de l'Allemagne parce que c'est l'économie, c'est le secteur économique et industriel européen. Vous voyez la face. Et les grosses industries qui produisent véritablement, qui sont sur un marché, elles vont pas vouloir mourir, elles vont aller là où l'énergie est pas chère, et c'est
où? C'est les États-Unis. Et d'ailleurs, ils disent de venir et leur font comme un pont d'or pour qu'ils viennent s'installer aux États-Unis. Voilà la situation. Les États-Unis mettent une guerre contre l'Europe pour se préparer eux face à la Chine et en se réindustrialisant, en dominant des marchés, on va dire, coloniaux, puisqu'il n'y aura plus aucune dans les pays européens pour des versions, ils se renforcent vis-à-vis de la Chine et donc de la confrontation avec la Chine. En cela, les projets chinois des nouvelles routes de la soie, qui liaient également la Chine avec l'Europe, et qui n'étaient pas évidemment à 100% dans les rêves des Européens. Il n'empêche que si des gens intelligents en Europe penseraient à une réaction vis-à-vis des États-Unis, déjà ils arrêteraient la guerre avec la Russie qui mène à travers l'OTAN, le régime de Kiev, mais aussi surtout ils passeraient un deal avec des petits soucis de retour avec Fabrice Béor. Je crois on l'a repris. Alors, des petits soucis au niveau de nos réseaux de connexion avec Fabrice Béor, mais il était déjà pratiquement en train de nous décrypter et nous donner les clés de la compréhension de cet affrontement entre l'immédiateté et l'immédiateté, autant pour moi, qui pourrait aboutir à des situations assez désagréables pour l'humanité tout entière, parce que ces questions qu'on examine concernent l'humanité tout entière, mais aussi avec ce bloc de l'Est qui se constitue au fur et à mesure, qui lui en réalité mesure le temps, mesure les enjeux, mesure les obstacles. Fabrice est en train de démontrer que les États-Unis l'ont déjà fait dans le passé, l'ont fait à plusieurs reprises, créent des guerres, fabriquent des guerres, détruisent l'Europe, recomposent l'Europe et profitent de la situation pour devenir le gendarme. Cela a déjà été fait plusieurs reprises. Mais qu'aujourd'hui, avec le bloc de l'Est, il semble que la mayonnaise américaine, qui a souvent pris plusieurs fois, ne pourra plus prendre cette fois-ci, et que le monde multipolaire est définitivement en route. Est-ce qu'on a retrouvé Fabrice Béor pour conclure son propos et partir de ce programme? Fabrice? Est-ce qu'on a retrouvé Fabrice pour conclure donc notre édition 52 minutes de vérité, c'est la deuxième partie avec Fabrice Béor. Fabrice, est-ce que vous êtes avec nous? Alors là, des soucis de connexion. Je crois que Fabrice avait déjà pratiquement démontré que les États-Unis d'Amérique sont tout simplement en train de vouloir refaire la même composition que par le passé. Celle-là, la récente, qui a conduit pratiquement à plus de 20 ans, 25 ans de guerre froide qui s'est soldée avec la dislocation de l'URSS au profit donc du bloc occidentalo-américain, mais cela a permis tout simplement à la Russie, pratiquement en 8 ans, 10 ans, de pouvoir se reconstruire. Les Américains n'ont pas mesuré la portée de cette reconstruction, d'ailleurs l'Europe aussi, et aujourd'hui, les sanctions ont été des sanctions contre-productives et aujourd'hui on comprend que le monde multilatéral ou le monde multipolaire est définitivement acté en jeu. On va certainement retrouver Fabrice Béor et Luc Michel pour un autre exercice comme celui de ce soir qui a été justement réussi parce qu'en principe les deux nous ont montré qu'en principe les deux blocs s'affrontent et que c'est sur cette grille que le monde en réalité se structure, se compose en économie de blocs, mais plus un monde unipolaire, c'est-à-dire un monde avec un gendarme à la tête du monde, mais un monde multipolaire,
un monde multilatéral, un monde du gagnant-gagnant, comme disait Luc Michel. Merci à vous, Luc. Merci à Fabrice Beyor. Madame, salut, monsieur, bonsoir.